dit notre nom encore. La nationalité civile. Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire, donc ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. Point, les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de la Les collectivités territoriales décentralisées, du moins au niveau de la commune, ont des compétences précises, notamment dans l'encadrement du mouvement sportif, le soutien au mouvement sportif, mais aussi dans la politique infrastructurelle du mouvement sportif. Je vais un peu ici citer. On peut voir que dans certaines régions du Cameroun, il y a des stades municipaux, c'est-à-dire des stades qui ont été construits par les services des collectivités. Les collectivités territoriales disposent suffisamment, du point de vue réglementaire comme législatif, des compétences qui leur permettent d'encadrer le sport de manière générale, mais aussi de permettre que, justement, les fédérations puissent y mener leurs activités. Ça, c'est les acteurs. Maintenant, les fédérations sportives. Il y en a deux. Nous avons les fédérations sportives nationales qui sont principalement constituées des acteurs des ligues des niveaux départemental pour se constituer au niveau national, qui regroupe l'ensemble des acteurs, non seulement les ligues, mais parfois aussi des corps de métier de ces différents acteurs pour essayer de former une fédération au sein d'un État. Cela existe bien évidemment dans notre pays, mais il y a des pays où il y en a peut-être deux. Où il y a même des pays où il y a des fédérations qui couvrent deux pays. Je vais ici parler des États-Unis et du Canada, où c'est souvent organisé avec des ligues. Dans le cas du Cameroun, c'est différent. Nous avons une seule fédération à compétence nationale. Mais nous pouvons avoir des ligues départementales, des ligues régionales et même des corps de métier qui font partie de ces fédérations-là, dont la composition n'est pas la même dans tous les pays. Maintenant, pour les fédérations internationales aussi, on peut dire qu'elles se forment d'abord par un agrégat associatif, peut-être même fédératif, de l'ensemble des fédérations nationales, généralement au niveau continental du point de vue géographique, mais pas toujours. D'abord, nous avons les confédérations africaines, on peut parler de la CAF, qui est très connue de tout le monde, mais nous avons aussi les fédérations qui se forment au niveau mondial. Et là, chaque sport ou discipline affinitaire ne peut avoir qu'une seule fédération au niveau continental, une fédération au niveau mondial. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'un pays n'est pas forcément obligé d'adhérer à une fédération qui correspond au continent sur le plan géographique. Vous verrez par exemple, il y a des pays qui sont par exemple en Asie, pour le cas de l'UEFA pour le football, qui font plutôt partie de l'UEFA qui est située en Europe. Donc là, il y a controverse. Le pays peut aussi souvent choisir le continent où il veut participer à la confédération. Les fédérations, les collectivités territoriales décentralisées et éventuellement les fédérations nationales à compétence nationale uniquement et les fédérations internationales à deux niveaux, au niveau continental et éventuellement au niveau mondial. De cela, là c'est sur les regroupements internationaux à base culturelle ou linguistique. Vous pouvez regrouper, voir des acteurs qui relèvent soit de la francophonie ou du Commonwealth of Nations. Maintenant, pour l'encadrement juridique, je vais présenter tout simplement deux principales catégories de normes. L'encadrement juridique de la relation entre les fédérations, qu'elles soient nationales ou internationales,
au Cameroun, et je vais préciser, c'est important pour la suite, parce que je m'inscris en contradiction avec les premiers qui ont fait du droit international un peu une source, parce que c'est des actes internationaux imparfaits, c'est l'encadrement au niveau législatif et réglementaire. Pour le niveau législatif, je pourrais citer d'abord des lois générales. La première, c'est la loi de 90 sur les associations au Cameroun, des fédérations, bien qu'elles regroupent un ensemble d'acteurs qui parfois sont aussi des acteurs associatifs, restent des associations et rien d'autre au-dessus, pas au-dessus de l'État. À part les lois, la loi de 90, nous avons la loi de finances, bien sûr, qui programme les dépenses de l'État et notamment dans le domaine sportif. Mais à l'intérieur, l'ordre juridique est clair, le domaine de la nationalité fait partie du domaine de la loi ou du domaine des traités, alors le concept de nationalité juridique n'est pas conforme au droit positif camerounais. Ça relève de la doctrine, ça relève de la philosophie, de la réflexion et ça peut toujours enrichir le droit. Et pour finir, pour les arrangements d'établissement, pour les privilèges et immunités, c'était pour dire tout simplement que dans ces relations avec les fédérations, l'État émet ce qu'il fait d'ailleurs parfois, même aux organisations internationales, qui ont plutôt des accords de siège, des règlements qui leur permettent parfois de bénéficier des immunités, des privilèges pour leurs responsables durant leur séjour au Cameroun. Parfois, ça va même dans des exemptions fiscales, des exemptions douanières, mais peut-être pas jusqu'à l'immunité de juridiction comme pour certains autres acteurs internationaux. Merci, monsieur le modérateur, pour ce temps de parole qui m'est désormais imparti. Je commencerai par saluer le brio avec lequel mon jeune petit frère a présenté ce qui estimait être relevé de sa pensée. Il me pose la question de savoir que dirais-je de plus. Dans l'interstice de son propos, je vais insister sur un point qui fait l'objet de l'actualité brûlante et qui est d'ailleurs assez persistant. Au point où il est question de crever l'abcès. Ce matin encore, dans la douleur de ma souffrance physique, parce que je suis malade, simplement, j'ai tenu à honorer ma parole. Je disais que je suivais la revue de la presse ce matin. Il y a un journal qui annonçait que le processus électoral à l'Africafoot est une fois de plus menacé par l'interruption du fait d'un troisième acteur qu'est le TAS. Et je me suis dit une fois de plus, l'Africafoot, l'éternel désordre, l'éternel bras de fer, dans un état. Comment peut-on comprendre? Comment peut-on comprendre une telle mollesse de l'État? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a l'impression que l'État est fort lorsqu'il faut violer les droits des citoyens. Mais par contre, lorsqu'il faut combattre la FIFA, la politique s'en mêle. Alors qu'il y a la règle de droit. Moi, voilà le point sur lequel je voudrais intervenir. Et ça gêne. Cette question des rapports entre l'État et les fédérations bouscule les certitudes du juriste. Ça déstabilise. Parce qu'on ne comprend pas que l'État, qui se définit au plan du droit constitutionnel comme cette entité suprême qui a la compétence de la compétence, ne puisse pas ramener la sérénité face à l'activité des personnes privées. C'est extrêmement dangereux. On ne comprend pas. Lorsqu'il s'agit
à l'intérieur du périmètre national, de pourchasser les particuliers, l'État est fort. Au point même de sortir des serpents pour chasser les individus. Mais lorsqu'il s'agit des personnes privées qui bénéficient, je ne sais de quelle extranéité, l'État baisse la garde. De quoi s'agit-il? La matière sportive est cet élément qui assure le trait d'union entre l'État, titulaire de la compétence, on le dit bien, et les personnes privées. Parce qu'il faut déjà clarifier ce statut des fédérations sportives. C'est des personnes morales de droit privé qui se situent sur un même plan horizontal que les personnes physiques. Et qu'a priori, entre l'État et ces fédérations, il y a un lien vertical. Comment en vient-on à aller en deçà de la verticalité? Comment peut-on caractériser ce lien? Voilà la problématique essentielle. Le petit frère tout à l'heure a parlé des frères siamois. Les frères siamois ont même la particularité de ne pas se bagarrer. Moi j'irai même plus loin. Il s'agit en fait d'un bras de fer que le juriste ne parvient pas à expliquer. Il y a la question donc de savoir quel est le lien, quelle est la nature des rapports entre l'État et ces fédérations sportives. Je dirais même que l'expression appropriée est le mouvement sportif, parce qu'il y a des entités au-dessus des fédérations internationales. Le comité international olympique que les uns et les autres ignorent. Ma position est très claire. Le lien est ambivalent. Le lien est ambivalent. Et aussi, d'une part, entre l'ancrage autonomiste du mouvement sportif en privatisation acquise. Il y a un ancrage autonomiste du mouvement sportif, capté par des personnes privées. Et son corollaire, d'autre part, que, à mon sens, l'incroyable impuissance publique. L'incroyable, l'inadmissible incroyance, l'inadmissible, je dis bien, l'incompréhension, impuissance publique dans la gestion du service public du sport. Voilà mon point de vue. Relativement à la première articulation, qui postule de l'ancrage autonomiste du mouvement sportif, nous avons assuré la démonstration en évoquant deux points, deux sous-points. D'abord, premièrement, il faut toujours chercher à comprendre d'où vient le mal. Pourquoi est-ce que le mouvement sportif prend le dessus sur l'État? L'État du Cameroun date de quelle année? L'État du Cameroun a été formellement consacré. Nous avons accédé, les francophones, à l'indépendance le 1er janvier 1960. Avant, c'était l'autonomie interne. Or, la vérité est que dans ce combat qui n'est plus larvé, le mouvement sportif bénéficie de l'antériorité historique et institutionnelle. C'est le mouvement sportif qui a précédé et l'État est né après. Malheureusement, comme l'État chez nous ne se préoccupe que de la politique, oubliant la dangerosité des questions juridiques, l'État n'a pas pris la peine d'assurer la réception de ce mouvement. Le mouvement sportif international est lié à un nom connu de tous, Pierre de Coubertin. C'est en 1894
que le congrès de l'international athlétique naît en France. Et par la suite, le 23 juin 1894, le comité international olympique est né, institué. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1896, les premiers Jeux olympiques naissent et se déroulent. Quelque temps après, les premiers Jeux d'hiver. Voilà donc comment le mouvement sportif national est né. Avant l'État. Et dans ce processus d'antériorité historique, ce que les uns et les autres ne savent pas, c'est que ce mouvement est constitué comme un fagot de bois. Vous savez que dans un fagot de bois, les éléments sont liés. Il s'agit d'une structure fortement hiérarchisée. Il s'agit d'une structure fortement hiérarchisée qui est conçue sous une forme pyramidale. C'est-à-dire qu'au sommet, nous avons le comité international olympique. Après le comité international olympique, nous avons les fédérations internationales de sport. Football, volleyball, athlétisme, pour ne citer que celle-là. En troisième position viennent les comités nationaux olympiques nationaux. En quatrième position viennent quoi? Les clubs. En cinquième position, les athlètes, les sportifs, les juges, les arbitres. Voilà donc une organisation pyramidale, hiérarchisée, qui plus est, s'il vous plaît, est scellée par ce que l'on appelle la charte olympique. Et quand vous lisez la charte olympique, elle est clairement définie en première page qu'il s'agit d'un document de base constitutionnelle. Dans un État, vous savez ce que c'est que la Constitution. C'est la norme fêtière qui érige. Donc le mouvement sportif est scellé par une constitution, s'il vous plaît, et qui va expliquer pourquoi on en arrive souvent à ce bras de fer. Dans cette constitution, et aussi bien dans les statuts des fédérations internationales, et précisément la FIFA, toujours l'éternelle FIFA, il y a un principe qui revient tel une ancienne, c'est-à-dire une chanson, l'autonomie. Permettez que je vous lise des extraits, parce que c'est très important, il ne faut pas parler en l'air. Il ne faut pas parler en l'air. Voilà ce que dit l'article 2.6 de cette charge des sports. Le comité international olympique est chargé, entre autres, de protéger son indépendance, de maintenir et de promouvoir sa neutralité politique et de préserver l'autonomie de ses acteurs. Quand vous entendez la FIFA revendiquer son indépendance, c'est inscrit dans leur texte. C'est inscrit dans leur texte. Les exemples peuvent être multipliés à l'envie. À l'envie. Prenez les statuts de la FIFA à l'article 16, à l'article 19. L'intitulé même d'abord c'est l'indépendance des membres. Voilà donc des textes de particuliers. Voilà des textes de particuliers qui, aussi bien dans leur structure organique, ne tiennent pas compte de l'État, mais également proclament l'indépendance. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Que l'État est la bonne à tout faire des exigences du mouvement sportif. Comme disent les jeunes, le super mougou. Ou alors, comme je suis accroché aux réseaux sociaux, on demande à l'État de faire, mais de ne pas mettre les organes.
Je ne suis pas si vieux que ça. Ça renvoie carrément à son impuissance dans le mouvement sportif. Et il ne s'agit pas de la théorie. Je vais prier au modérateur de m'accorder quelques minutes, s'il vous plaît, supplémentaires. C'est une prière. Elle est exaucée. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, nous avons dit ici, et Ikevieux vous a renseigné sur les conditions de modification de la loi, d'abrogation de la loi de 2011. C'est la FIFA qui a fait pression à l'État du Cameroun, s'il ne l'a pas dit clairement, je le dis. Et cela a été modifié en 2 semaines. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère et bagarreur de longue date, nous sommes des combattants du droit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons y laisser notre peau le moment venu. Qui est-ce qu'il y a au Parlement? Dans ma circonscription administrative d'origine, mon député n'a même pas le BPC. Et voilà des gens qu'on introduit dans l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi ce pays ne progresse pas. Qui va mener le débat? Là n'est pas le problème. Je continue. Lorsque le TAS a lancé sa sentence arbitrale à propos du litige entre la FECAFOOT et la Ligue, où on avait demandé de rétablir la Ligue, la FECAFOOT est restée droit dans ses mots, n'a pas voulu s'exécuter. Voilà ce que l'État a fait. L'État a mis en place un comité pour essayer de rapprocher les points de vue. Mon Dieu. Une instance juridictionnelle a statué et les gens jouent au tango juridique sur le périmètre de l'État. Le bonheur a voulu que, en qualité de conseiller juridique du président Kalkaba Magou, que je sois représentant. Et je vous assure, un fait anodin. Nous avons eu 7 réunions. Le président de la FECAFOOT a été convoqué, il n'a jamais daigné venir. On se permettait même de lui faire des comptes rendus parce que l'État disait que vraiment le président du comité disait qu'il faut s'entourer de toutes les garanties. Mais s'entourer de les garanties face à un désordonné. J'ai même proposé à l'État, comme je suis un type brutal au plan des élites, d'user de son impérium. Et j'ai la particularité, je le dis ici, d'être le petit frère et le collègue du ministre des Sports. Parce que quand j'étais à la CIL, il était au cours moyen 2 à Daïdo, l'école Saint-Gérard. Nous sommes allés au lycée polyvalent. Quand j'étais en 6e, il était en terminale, il me tenait par la main. Quand je suis allé en France pour préparer ma thèse, il en sortait, on était ensemble. Je suis allé dire Narcisse, mais c'est quelle histoire ça? Je vous assure, lui-même était départ, c'est ça, je vous fais cette confiance. Ce qui fait que ce que vous voyez souvent à la télé, c'est du grand cinéma. Et c'est très embêtant. Qu'est-ce qui justifie donc, je vais bientôt chuter, cette impuissance de l'État? Il y a 2 arguments. C'est l'autodélégation de services publics. L'État n'a jamais, les fédérations sportives, le mouvement sportif n'a jamais demandé à l'État de déléguer le service public. C'est inscrit dans la loi. Pourtant, l'État, en combinaison des articles 2, 11 et 26 de la Constitution, détient la souveraineté. Deuxièmement, c'est l'État qui met à la disposition des fédérations sportives tous les moyens infrastructurels, l'essentiel des moyens infrastructurels et financiers, sans contrepartie de l'autonomie consacrée. C'est quand même incroyable. Je vous assure, mettez-moi au pouvoir, ça va changer. C'est l'État qui fait preuve de faiblesse. Et là, ma conclusion est laquelle? Que faire pour sortir de l'impasse? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. De quoi s'agit-il? Il est inadmissible que des personnes privées viennent dicter la loi à l'État. Vous êtes fort pour sortir le serpent lorsqu'il faut poursuivre là-bas, n'est-ce pas, Oukamto, mon collègue?
Ce nom qui fait peur. Mais par contre, lorsque des individus qui mettent l'ordre public en péril, parce que, dit-il, relève la vie, encore que vous voyez même que la justice sportive échappe à l'État. La justice sportive échappe à l'État. C'est très grave. Que faut-il faire pour sortir de l'impasse? Une alternative, et ce sera mon propos terminal, soit l'État maintient le statu quo de la mollesse extrême, tout simplement parce que ce qui intéresse les gens, c'est la politique. On sait que le football, c'est le sport roi et qu'il faut mécontent, il faut tout faire pour ménager le peuple en peine parce que les gens souffrent dans ce pays. Il faut tout le temps distraire les gens avec le football. Il ne faut pas du bruit, ce pouvoir n'aime pas le bruit. Voilà pourquoi l'État s'auto-inféote. L'autre pan de l'alternative, et ça c'est mon propos terminal, je vous assure que le mouvement sportif national, pour peu que l'État prenne ses responsabilités, va s'écouler comme un château de cartes. Il suffit simplement pour les États de se concerter et de gérer le football en régie, c'est-à-dire par leurs propres moyens humains et par leurs propres moyens financiers. Ces organismes privés qui mettent la cohésion étatique, la cohésion de l'État à mal, seront purement et simplement anéantis. Je vous remercie pour votre bienveillance. Professeur Kouvando, sur la décision qui concerne la Ligue professionnelle, je pense. Alors, je sais que le professeur Kouvando, qui était mon enseignant à l'université de Ngaoundéré, le professeur Abba Oyono, qui est également mon enseignant, ont une congruence en matière d'analyse et de réflexion. Et lorsqu'il a fini de poser sa question, le professeur Kouvando a donné son point de vue. Je pense que si le professeur Abba Oyono était là, il allait également adhérer au point de vue du professeur Kouvando. Donc je pense, professeur, que vous avez répondu vous-même à votre question. Je crois que je ne vous lâche pas. Il y a une question qui a été adressée au professeur Abba Oyono qui concerne la puissance des États et les mouvements sportifs. Ça s'adressait davantage à vous. Enfin, vous pouvez y apporter des réponses partagées. Oui, c'est-à-dire, est-ce que l'État est à même de conserver sa puissance, sa souveraineté devant les mouvements sportifs? Il a été assez clair là-dessus. D'ailleurs, vous avez commencé à y répondre, mais approfondissez un tout petit peu. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que, et le professeur Abba Oyono l'a relevé, le mouvement sportif, notamment par exemple les fédérations sportives, sont au Cameroun des associations. Ces associations-là sont régies par la loi de 1990. Donc il va de soi qu'une association ne puisse être que sous l'autorité de l'État. Donc si on se réfère à la loi qui régit les associations au Cameroun, il n'y a pas de bras de fer possible entre l'État et une fédération nationale sportive. Cela n'est pas du tout possible parce qu'une fédération nationale sportive, c'est une association régie par les lois de 1990 régissant les associations. Je crois que je dois répondre à trois questions et demie. D'abord, premièrement, sur la question de la hiérarchie. Mais avant de répondre, j'aimerais parler simplement en diplomate et en internationaliste en me référant à un auteur qu'on appelle Bertrand Badi qui a parlé de l'impuissance de la puissance. C'est pas parce qu'on est gros, qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on peut battre tout le monde. Au quartier, on dit souvent, l'unité de mesure de la force, c'est pas le kilogramme, c'est le newton. Pour dire quoi? Le phénomène de l'impuissance de la puissance démontre que l'État traverse une période critique dans sa mutation. Depuis 1647, il est là, mais aujourd'hui, il ne peut plus toujours avoir la maîtrise sur tous les phénomènes. Est-ce que les États maîtrisent les groupes terroristes? Non. Est-ce que les États maîtrisent les firmes multinationales? Non. Est-ce que même les États maîtrisent les mariages blancs que nous faisons ici? Vous avez quelqu'un là-bas, vous vous mariez, vous allez après. Est-ce que l'État peut maîtriser ça? Non.
qui ne maîtrise ni les flux économiques, ni les flux des individus, ni les sentiments, encore moins la question toute simple de la sécurité. Alors, l'impuissance de l'État se traduit aussi dans le domaine sportif pour une raison simple. Les acteurs sportifs ont plusieurs couleurs. Il y a des couleurs politiques, il y a des couleurs économiques, il y a même des couleurs intellectuelles. Si vous n'êtes pas fort comme Donald Trump ou la Chine, vous êtes écrasé. Là, maintenant, c'est la règle de la force et des leviers. Regardez comment les États-Unis ont obtenu la Coupe du Monde. Il a suffi qu'ils disent: nous allons vous arrêter, nous allons enquêter sur vous, vous comité exécutif de la FIFA ou l'ancien président de la CAF, tout le monde s'est mis à carreau. Ce qu'on permet dans les pays africains, on ne peut pas le faire en Chine. On ne peut pas le faire en Chine. Ça veut dire quoi? S'il faut que l'État quitte de son émasculation et redevienne viril, il faudrait qu'il prenne des choix forts. Et des choix forts veut aussi dire qu'on a des leviers de contrôle sur des personnalités qui, peut-être au nom d'un autre secteur, viennent agir dans le foot. Si vous êtes criminel et que l'État peut vous poursuivre, on vous dit que n'allez pas là-bas où on vous poursuit, vous allez vous mettre à carreau. Mais si vous ne faites pas comme les autres États font, alors vous serez toujours écrasé. Je crois que le phénomène de l'impuissance traduit la période critique des États et notamment de l'État en Afrique. Un État qui n'est pas fort doit chercher à être fort. Ça, c'est ce qu'on constitue. Maintenant, sur le droit, entre guillemets, d'ingérence, je préfère ne pas parler de droit d'ingérence. Ça renvoie à autre chose dans le droit international. J'ai plutôt parlé d'émission. Même l'émission, l'État a le droit. Nous avons vu les divers régimes juridiques applicables, notamment en termes de statut, comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste héritier du professeur Abba. Vous êtes une association et rien d'autre au-dessus de ça. On peut vous retirer l'agrément. Si au Cameroun on retire l'agrément, le TAS ou la FIFA se fait, je ne suis pas sûr qu'on peut le faire en Chine. Si on retire l'agrément en Chine, la FIFA va se taire. Où elle va parler, mais elle ne va pas donner les mêmes sanctions parce que la Chine est un État fort et puissant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans l'exercice du contrôle des associations, l'État a le droit. Dans le mode de financement, l'État y met ses ressources. Quand est-ce qu'un denier public cesse d'être un denier public pour être une ressource simple d'une association? Voilà notre problème. L'État a le devoir de contrôler où il envoie ses biens publics. Nous n'avons peut-être pas eu trop de temps dans l'exposé, c'est pourquoi j'ai parlé de la problématique et de l'implication des tribunaux judiciaires sur cette question dans les rapports avec les fédérations. Vous pouvez être poursuivi. Quel acteur associatif, par exemple, respecte l'obligation d'avoir des régisseurs des recettes publiques dans les fédérations? Très peu. Voilà un moment pourtant très les inquiéter et peut-être même envoyer des gens en prison. C'est un problème de linkage. Si vous me tenez, je vous tiens. Peut-être l'État du Cameroun est peut-être même trop conciliant. Parce que si, rien que sur la base du droit, il essaye de faire valoir ses arguments, il peut régler ce problème. Donc, les associations ont l'obligation de respecter les lois de l'État, que ce soit les lois dans le cadre du régime des associations, que ce soit dans le cadre des manifestations publiques, que ce soit dans le cadre de la gestion des finances publiques avec le respect des règles de la comptabilité publique. C'est une obligation pour eux, puisqu'ils bénéficient parfois à travers des DUP, des financements publics, alors ils doivent respecter cela. Ça, c'est le point. Maintenant, qui tire profit de la CAN ou de la FECAFO? De prime abord, je dirais tout le monde tire profit, mais simplement profit. Parce que si on finance des activités qui parfois ne sont pas rentables, il faut les rentabiliser après. Voilà pourquoi j'ai exprimé au départ mon inquiétude. Quand je vois le cibostade ou les divers cibostades que nous avons pour que l'État du Cameroun construit, j'ai peur. Je suis inquiet
Parce que quand je vois comment on va les rentabiliser, nous n'avons plus la culture des stars. Est-ce qu'on va y aller pour faire des cultes religieux, pour faire des concerts et autres? Il va falloir aussi faire vivre cela. Je crois que le Cameroun a fait suffisamment de sacrifices pour amener cette calme maintenant. C'est un défi pour nous autres. Essayer de faire vivre cela. Parce que ça fait partie de la dette qu'on va rembourser. Et c'est à nous, c'est nous qui devrons serrer les ceintures. Si nous ne faisons pas vivre les stades, ce sera encore à nous-mêmes de payer les conséquences relatives à cela. Je crois que le bénéfice revient à tout le monde. Maintenant, pour le foot féminin, moi je dirais une chose, ça ne revient pas en principe à l'État de contrôler les fonds qu'une fédération internationale envoie. Mais l'État pourrait par exemple attaquer, voilà pourquoi j'ai salué l'action de Donald Trump. Si ce n'est pas sur la gestion des fonds publics, on peut vous attaquer sur la corruption. Et là, l'État peut vous poursuivre pour un problème de qualification. La corruption, c'est une loi, c'est des principes qui prennent tout le monde, que ce soit le public et le privé. Or, le détournement de deniers publics se limite à l'origine publique des ressources. Mais la corruption, ça touche tout le monde. Alors, si l'État se dit qu'il ne peut pas contrôler, comme l'avait dit au Congo, le fait que les fédérations internationales envoient de l'argent aux fédérations nationales et celles-ci croient qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et même de violer la loi, je crois que c'est une erreur. Maintenant, à l'État de prendre ses responsabilités. On y voit toujours la matrice même de l'émasculation de l'État face à ces normes qui ont ceci de particulier qu'elles tuent la capacité ou l'obligation de prendre compte ou de respecter les lois diverses des pays dans lesquels les fédérations mènent leurs activités. Que reste-t-il de la souveraineté? La souveraineté, elle est en crise. Même les États les plus puissants ne sont plus souverains dans le sens le plus absolu. Nous avons parlé des firmes multinationales, mais quand les États ont cru qu'ils étaient tellement libres, on a eu la crise financière. Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire. Ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, Comme que l'expression appropriée est le mouvement sportif. On a à la fois les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de la